Bonjour. Donc, je suis Anne-Gaëlle Fauchon, je suis la directrice marketing de United et je suis accompagnée d'Eric. Eric, présente-toi peut-être en 2 minutes. Eh bien, j'ai la chance de travailler pour Microsoft sur l'intelligence artificielle et d'accompagner les différentes startups sur l'adoption de ces technologies et comment ça peut révolutionner leur business. Pour commencer, donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment l'IA, donc c'est pour ça que tu es avec nous, au-delà du buzz de la Gen AI, de ChatGPT, peut réellement révolutionner les façons de proposer du paiement et du crédit pour nos amis retailers ou les e-commerce. C'est d'ouvrir peut-être la discussion avec 2 chiffres clés. Le premier, c'est 70% donc des Français qui ont réalisé au moins un achat avec du paiement fractionné ou du paiement par crédit, donc en 2024. Et un deuxième chiffre qui est 80% des interactions clients dans le retail qui impliqueront de la technologie IA, et c'est ce que nous partage Gartner. Ça, c'est 2 chiffres qui sont assez forts, qui montrent l'importance des nouvelles technologies dans le paiement. Et pour cette première question, Eric, est-ce que tu peux déjà reprendre un peu les bases, nous expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle, de quoi on parle exactement ? Oui, volontiers. Alors, effectivement, actuellement, quand on pense à intelligence artificielle, on pense à Generative AI, ChatGPT. Et en fait, c'est vrai que c'est assez incroyable la façon dont ChatGPT a été adopté par le grand public depuis quelques mois et que c'est devenu presque une commodité, les gens l'utilisent au quotidien. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que derrière ChatGPT, en fait, il y a des dizaines d'années et même plus de 50 années de recherche et de mise en application de l'intelligence artificielle. Alors qu'on a déjà eu des utilisations de l'intelligence artificielle bien avant ChatGPT. Si on prend un point de départ, ça démarre même dans les années 50 avec Turing, et notamment en 57 avec la création du premier perceptron. Donc en fait, un perceptron, c'est une représentation numérique d'un neurone. Et en fait, à partir du moment où on a cet objet, ça ouvre le champ des possibles sur plein d'applications. Et on a eu en fait plein de courants différents d'intelligence artificielle. On a un mot, mais en fait, il y a énormément d'applications possibles. On a par exemple eu l'intelligence artificielle symbolique, qui a notamment permis en 97 à Deep Blue de chez IBM de vaincre Kasparov, le champion d'échecs, qui a un peu marqué notre enfance et avait fait du buzz. Ensuite, on a eu toute la partie avec le big data, le cloud computing. Ça a ouvert le champ à ce qu'on appelle le machine learning, donc l'intelligence artificielle qui apprend de lui-même, et le deep learning avec des réseaux de neurones, ce qui a permis d'avoir AlphaGo, qui permet de battre, en apprenant de lui-même, de battre le champion de Go. Et ensuite, on a eu effectivement d'autres cas d'usage avec l'avènement du LLM, donc Natural Language Processing, qui permet d'interagir avec les personnes. Mais en fait, même ça, c'est encore des sous-parties. On a toute la partie vision, on a toute la partie traitement de documents automatisés, détection de patterns pour faire du clustering. Donc vraiment, on a un champ extrêmement large de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas le réduire uniquement à Generative AI. Oui, donc en fait, les discussions qu'on a avec ChatGPT, c'est très réducteur de la partie intelligence artificielle qu'on connaît. Il y a beaucoup de choses derrière. Est-ce que tu as des exemples un peu concrets ou marquants que vous avez dans le secteur du retail et du paiement chez Microsoft ? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'actuellement, tout le monde a en tête avec l'intelligence artificielle, Generative AI, le bot, donc l'agent conversationnel avec qui on va pouvoir échanger. Et ce qui est là encore marquant, c'est que c'est quelque chose de très nouveau, mais qui est presque devenu obvious ou une commodité. Parce qu'en fait, finalement, les langages, le LLM, ce que ça permettait, c'était je pose des questions et ça me répond, mais de façon assez statique. Et donc, dans l'engagement client, c'est intéressant, mais ça augmente les taux de conversion, mais c'est pas révolutionnaire dans l'automatisation. Ce qu'on voit apparaître, notamment chez nous à Microsoft, c'est ce qu'on appelle l'agentic AI, c'est-à-dire de permettre à ces modèles d'interagir avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'être juste question-réponse, je peux interagir, je peux aller chercher de la data à l'extérieur, je peux interagir avec d'autres services informatiques pour pouvoir pousser, déclencher des actions. Et donc, notamment, ce qu'on peut voir, c'est que dans l'engagement client, dans le suivi client, par exemple pour du e-commerce, on va avoir toute la partie supply ou retour produit qui peut être complètement automatisée. Et on va lui demander à la fois d'automatiser les étapes, mais également les analyses. Par exemple, est-ce que c'est un retour produit licite ? Est-ce qu'il y a une probabilité de fraude sur le remboursement ? Est-ce qu'on est sur une attaque malicieuse ? Ça, c'est des choses qui sont rendues possibles maintenant avec de l'agentic AI, d'automatiser là où c'était manuel avant par de l'humain. Donc on garde de l'humain, mais l'humain vient piloter un agent qui vient automatiser un certain nombre de tâches.
Ça, c'est le premier use case. Ensuite, si on revient plus précisément sur le paiement, une bonne illustration, c'est celle qu'on peut voir à l'écran, qui est l'utilisation de United. Finalement, United, depuis des années, travaille sur l'intelligence artificielle pour améliorer ses produits et n'a pas attendu de Generative AI pour pouvoir le faire. Ça a été le cas dès 2017. On avait travaillé conjointement sur un premier modèle de machine learning pour pouvoir justement faire du profiling, du détection de risques pour pouvoir automatiser et rendre plus fluide l'acceptation d'un crédit pour un client. Et avec le Generative AI, on va pouvoir aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'avec le machine learning, on reste sur une segmentation macro, donc un profiling de type persona. Là où avec Generative AI, dans la capacité qu'a l'agent à aller chercher de la data, que ce soit à travers Open Banking ou autre chose, de vraiment réussir à faire de l'hyper-personnalisation de la personne. Est-ce qu'elle sera en mesure de rembourser le principal du crédit, le taux d'intérêt du crédit, et donc d'avoir une réponse, un risque mieux contrôlé, extrêmement rapidement, et donc de pouvoir permettre une fluidité dans la partie achat et obtention du produit à travers le canal e-commerce. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble, et c'est vrai que chez United, on a été assez précurseurs sur la façon dont on pouvait automatiser au maximum certaines étapes du process. Donc, effectivement, pas que la partie customer service, mais effectivement toute la partie octroi. C'est un exemple que je donne souvent, mais quand nous, on fait du crédit, que ce soit en mode de paiement ou que ce soit pour prêter de l'argent à un client ou à une personne qui pourrait réaliser des projets, acheter une salle à manger, acheter une voiture ou autre, toute la clé, ça va être de comprendre quel est son comportement d'achat. Et c'est là où, effectivement, l'intelligence artificielle apporte toute la finesse que l'on n'a pas en tant qu'être humain. On va aller collecter les données bancaires du client au moment de son achat. On va pouvoir, avec l'intelligence artificielle, analyser, catégoriser. Il n'y a rien de pire aujourd'hui que identifier qu'est-ce qui est écrit sur un relevé de compte. Enfin, toi comme moi, parfois quand on fait nos comptes, on regarde, on dit mais c'était quoi déjà cet achat? Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là qui vraiment nous a permis d'accélérer. Et puis, une fois qu'on a catégorisé, c'est vrai que c'est tout l'apprentissage qu'on a, nous, depuis 2017, d'être capable de se dire, ça, c'est un comportement qui nous permet de valider ou non l'achat de la personne, le financement de son canapé, et que ce soit sur un site e-commerce, ça se fait en moins de 5 minutes, mais ça peut être aussi en magasin, où là, on arrive même à décorréler complètement le métier de vendeur qui, jusqu'à présent, vendeur de canapé devait, après avoir vendu son canapé, aussi passer du temps à créer des dossiers de financement, à remplir des documents qui pouvaient être assez longs, à être un peu même intrusifs. Et là, l'intelligence artificielle associée à l'open banking, c'est vrai que nous a permis vraiment d'accélérer et de redonner aussi plus de valeur à nos métiers et plus de finesse et de justesse. On a d'ailleurs un exemple de projet qu'on a monté ensemble avec notamment le programme All Access de la Xbox. Tu peux nous en parler rapidement ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est le bon exemple d'un partenariat qui fonctionne bien, même très bien, au point que Microsoft, en fait, a voulu devenir client du produit qui avait été mis en place par United. Et donc, ça a été justement la possibilité d'obtenir des crédits et une réponse au crédit extrêmement rapidement pour toute la partie achat de hardware et notamment de gaming Microsoft. Et donc, c'était pas uniquement pour une Xbox, ça a vraiment été sur plusieurs années. Et voilà, je pense que c'est un bon exemple qu'un acteur comme Microsoft reconnaisse la valeur du produit United et se dise, pour moi, ça a une vraie valeur en tant que vendeur de produits de m'appuyer sur United. C'est un partenariat qui compte beaucoup pour nous parce que, effectivement, notre métier de base, nous, c'est de faire du crédit à la consommation. Donc, c'est financer les projets des Français et en Europe, parce qu'on fait en Espagne, au Portugal et en Italie. Et là, depuis 5 ans, d'être capable d'aujourd'hui intégrer ces solutions directement dans des pages de check-out, donc vraiment dans des pages de paiement, et de pouvoir permettre à des e-commerçants ou à des retailers d'avoir un nouveau levier de croissance, puisque aujourd'hui, la conférence juste avant l'expliquait, on peut aussi se détacher du paiement en tant que retailer et se dire
je m'appuie à un partenaire qui a une vraie connaissance de son métier, qui en plus supporte la charge et le risque, et qui va derrière me permettre d'être omnicanal, puisque nos solutions, elles marchent sur des sites internet e-commerce, mais aussi en magasin. On a pas mal de partenaires, notamment des grands réseaux Bouygues Télécom, si vous voulez acheter votre smartphone. On le fait aussi avec des partenaires comme Teddy Bear, et donc en complément de ce qu'on a fait avec vous, Microsoft. Je pense qu'on a été... C'est intéressant pour les retailers, pour les commerçants, de voir qu'effectivement, il y a des partenaires qui vont très vite. On n'est pas que dans le Gen AI. L'intelligence artificielle, on peut le retrouver partout. Et ça, on peut le faire aussi pour gagner en efficacité, mais en finesse. Booster les ventes, améliorer les taux de conversion. Ça, c'est des choses qu'on constate énormément chez nos partenaires. Cet apprentissage que l'on fait aussi avec eux pour apporter aussi beaucoup plus de personnalisation. Et tu t'en parlais juste avant, la segmentation. C'est-à-dire qu'avant, on avait des segmentations assez classiques, assez CSP, assez sur des comportements de remboursement. Là, on va encore plus loin puisqu'on peut aller sur l'hyper-personnalisation, sur des parcours très spécifiques en fonction des partenaires avec qui on travaille. Tout à fait. Pour conclure ce sujet autour de l'IA, est-ce que tu auras un mot à rajouter ou qu'est-ce qui, pour toi, c'est quoi la vision future de l'IA ? Vaste question. Ouais. Moi, je pense qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'IA, ce que ça va permettre, ce que ça a permis jusqu'à maintenant, ça a été de traiter des volumes de données extrêmement larges, quasi instantanément, et de pouvoir faire de la projection dessus. Maintenant, avec les LLM et l'Agentic AI, ce qu'on va voir apparaître, ça va être de l'automatisation de cas de figure qui sont non déterministes. C'est-à-dire, en fait, je ne peux pas, moi en tant qu'humain, prévoir l'ensemble des cas d'usage, l'ensemble des scénarios. Parce que si je suis en mesure de les prévoir, en fait, je pourrais déjà coder une application qui répond à ça. Donc finalement, c'est tout un champ sur lequel on ne pouvait pas intervenir, et où maintenant on va pouvoir intervenir. Le premier cas, c'est le bot, mais il y en a énormément, où justement on va pouvoir laisser l'agent raisonner, travailler, expliquer son raisonnement, et ça c'est extrêmement important pour qu'ensuite l'humain, parce qu'il restera toujours de l'humain, puisse analyser l'outil et ce que l'outil AI a fourni, et dire c'est cohérent, on peut continuer. Et donc c'est vraiment une accélération par de l'automatisation et du raisonnement qu'on va voir arriver là dans les 2-3 prochaines années de façon assez significative. Ouais, très clair. Et je rejoins tout à fait ce point-là. Je trouve que nous, côté United, on a vraiment ce côté aussi de vouloir aller plus loin. On n'est pas arrivé au bout non plus de l'usage de l'IA. On réfléchit tous les jours. Mais par contre, on a toujours cet objectif qui est orienté business. C'est-à-dire que c'est un très bon point, on n'a pas ce côté, se dire est-ce qu'on fait juste de l'IA parce que c'est la mode et que tout le monde en parle et que si on est une entreprise et qu'on ne fait pas de l'IA quelque part, on n'est pas à la page. Non, il y a vraiment cette volonté de se dire où est-ce que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain, mais où est-ce qu'il peut nous permettre de nous rendre plus performants. Traiter des dossiers de demande de financement avec des milliards et des milliards de données bancaires, ça ne peut être que fait que par une machine. On a besoin d'avoir ce côté, on va dire, volume et ce côté finesse, alors qu'on va garder aussi d'autres services où on aura besoin de toute façon du regard humain et on a besoin de gens pour finalement de le diriger, cette IA. Elle n'est pas seule. C'est un outil, donc l'utiliser, et c'est un très bon point que tu soulignes, c'est effectivement le fait de ne pas faire de la tech pour de la tech, mais de faire de la tech pour le business. Et ça, c'est vraiment un point d'attention, et je trouve que United, de par l'expérience que vous avez sur l'IA, qui est depuis plusieurs années, vous permet effectivement de toujours recentrer dans les discussions produits, de se dire quel est mon intérêt client, et pas uniquement technologique. Et ça, c'est un vrai différenciateur, je pense, actuellement, où tout le monde est en train de se mettre sur l'IA. Je pense que vous avez effectivement une longueur d'avance sur le sujet. Merci beaucoup, Eric. J'espère qu'on a été clair pour tout le monde. J'espère aussi. Mais ça a été très intéressant d'évoquer avec toi ce sujet. Plaisir partagé. Je te remercie pour l'invitation. Et puis, je crois que c'est la fin de la matinale. Donc, merci à tous. Merci à tous.